Bonjour, bienvenue dans votre podcast Engineering Collaboration Community. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Olivier Selnick. Bonjour Olivier. Bonjour. Donc Olivier, vous êtes architecte de profession. Oui. Vous animez également les ateliers numériques à la Maison de l'Architecture à Paris. Oui, Et ça. vous êtes également auteur et co-auteur de différents ouvrages qui traitent de l'utilisation d'Internet dans le contexte du BTP et de l'architecture. Et je suis aussi enseignant en école d'architecture. Ouais. Toujours sur les mêmes thèmes, en essayant de faire partager l'intérêt pour les nouvelles technologies aux étudiants et leur faire comprendre les enjeux qu'il y a derrière les outils. D'accord, donc vraiment vous avez une très bonne expérience de cette thématique et donc aujourd'hui on va pouvoir discuter de ces différents sujets. Alors je vais dire un peu plus sur moi ou sur l'agence. Je suis associé avec un confrère qui s'appelle Pierre Vincent. Nous sommes associés au sein d'une agence d'architecture qui s'appelle Z Studio. Aujourd'hui d'ailleurs qui partage son activité avec une agence d'architecture intérieure, Bouche Architecture. Comme ça on a les deux types de compétences associées. Nous nous sommes connus avec ses confrères il y a 20 ans autour des premiers outils de CAO pour l'architecture. Donc c'est une double passion, un double intérêt, l'architecture en tant que telle, les projets et puis les outils qui permettent de les mener à bien. Alors cela fait plus de 20 ans que vous conseillez les différents architectes par rapport aux différents outils à utiliser. Oui. Par quels outils vous avez commencé ? On a commencé par les outils de dessin. À l'époque, l'enjeu c'était ça, c'était abandonner la planche à dessin et arriver à produire des plans et des perspectives sur des écrans et sur des tables traçantes. Et ça a déjà mis pas mal de temps à se populariser, à ce que les architectes arrivent à prendre conscience qu'il fallait franchir ce cap et ensuite arrivent à maîtriser les outils et à considérer que ça devenait quelque chose de banal qui fonctionnait au quotidien. Donc il y a eu un premier passage, on va dire, de la planche à dessin à l'ordinateur. Oui. Et après, maintenant, on assiste à une nouvelle révolution depuis quand même, on va dire, un peu plus d'une dizaine d'années, qui est le passage à Internet, donc à la dématérialisation des différents documents qui deviennent donc électroniques et qui s'échangent. Comment également vos différents confrères ont vécu cette transition ? Là aussi, au départ, avec curiosité et scepticisme, parce que c'était technique, c'était lent, c'était compliqué. Donc, certains voyant tout de suite les avantages et les autres, au contraire, mettant en avant les défauts pour ne pas y aller, ne pas s'équiper. Mais c'est un peu la même démarche. On a commencé au départ avec des outils de dessin en multipliant les fichiers. Et aujourd'hui, on tente de converger vers ce qu'on appelle le BIM, la maquette numérique unique. Et l'approche de la communication, c'est un peu la même chose. On a commencé en échangeant des mails à tir d'arigot entre tous les intervenants. Ça marche, mais c'est pas efficace et c'est pas très satisfaisant. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il faudrait au contraire arriver à unifier les échanges et à synthétiser tout ça sur des outils, sur des plateformes qui permettraient d'unifier la démarche. Est-ce que vous imaginez travailler sur des projets, quelle que soit leur taille, sans ces outils à l'heure d'aujourd'hui ? Je l'imagine ou malheureusement je le pratique sur certains projets qui sont actuellement en cours et sur lesquels il n'y a pas encore eu de réflexion de la part du maître d'ouvrage sur de tels outils. J'espère bien arriver à les convaincre et je vois un peu à contrario ce que ça donne de travailler sur des projets nombreux, répétitifs, courts, sans un outil de synthèse, avec de multiples intervenants chez le maître d'ouvrage, chez le maître d'ouvrage délégué, dans l'équipe d'architectes, nous sommes aussi plusieurs, avec les entreprises. C'est un foisonnement de mails et d'informations qui sont parfois redondantes, qui sont parfois manquantes. On a l'impression que certains sujets sont traités par plusieurs membres de l'équipe en parallèle. On a parfois l'impression que les sujets ne sont traités par personne. Donc typiquement, un tel outil me paraît indispensable pour mener à bien ce travail dans de bonnes conditions. Quelles sont les entités qui sont les plus sensibles à ce genre d'outils ? Est-ce que ce sont généralement les maîtrises d'ouvrage, les maîtrises d'œuvre, les entreprises ? Pour l'instant, j'ai l'impression que ce sont les maîtres d'ouvrage éclairés qui sont le plus sensibles, qui voient leur intérêt, qui voient l'intérêt d'organiser les flux d'échanges, qui voient peut-être aussi l'intérêt de bien superviser le travail des uns et des autres, d'avoir une traçabilité, un historique, de se rendre compte de qui fait quoi. Les entreprises, selon leur taille, sont intéressées ou réticentes parce que c'est une complexité de plus. Cela dit, moi, dans une de nos premières expériences, j'avais été très frappé de voir un artisan, un menuisier du fin fond de la France nous contacter lorsqu'on avait un rôle d'assistant sur l'organisation de ces outils, non pas pour protester contre le fait qu'on lui imposait une procédure compliquée, mais simplement pour demander un détail technique et il jouait le jeu.
Donc il y a aussi un intérêt, et chacun se rend compte que si les choses sont faites d'une façon saine et simple, ça facilite les choses au lieu de les compliquer. Une fois qu'on a franchi la première étape de s'affronter à l'outil. Pour vous, l'architecte du futur, c'est un architecte 2.0 qui est connecté en permanence au net? Ah oui, ça on peut vraiment dire ça, effectivement. Les architectes, que ce soit du fait des crises que nous continuons à subir actuellement ou de l'évolution des techniques et des demandes, on est, je pense, de plus en plus appelés à être des gens très, très polyvalents, à travailler à la fois sur des petits projets, sur des gros projets, à travailler parfois seul, parfois en équipe, à avoir selon les cas soit des grosses agences très structurées ou à avoir des réseaux de partenaires avec lesquels on travaille pour quand même avoir une taille critique et réunir des compétences d'architectes ingénieurs, d'architectes intérieurs, de thermiciens, d'économistes, d'infographes, etc. Pour mener à bien un projet. Tous ces gens-là, qu'ils soient au sein du même lieu, de la même entité ou des indépendants qui travaillent ensemble, ont besoin d'échanger et de travailler. Donc là, effectivement, être connecté en permanence, pour moi, ça devient une condition sine qua non d'envoyer un message, que ce soit à un partenaire extérieur ou un collaborateur, de pouvoir lui envoyer le message immédiatement et de savoir qu'il l'a sur le champ et qu'il a également la capacité de répondre immédiatement. Pourquoi est-ce qu'un architecte a intérêt à savoir utiliser des plateformes de documentation en ligne? Tout bêtement parce que sinon il se fera éjecter du jeu. Je me souviens d'un projet sur lequel nous avions travaillé pour des réseaux d'agences bancaires il y a une dizaine d'années. C'était les débuts de l'implication de ces outils. Le maître d'ouvrage imposait l'outil d'une plateforme en ligne, qui était d'ailleurs la première version de vos propres outils. Certains de nos confrères architectes qui travaillaient sur d'autres régions de France n'avaient jamais abordé ce type de questions et étaient totalement démunis. Ils ne comprenaient pas les enjeux, ne savaient pas comment techniquement aborder l'outil et placer leurs fichiers sur le serveur, mais n'avaient pas saisi l'implication qui fait que si leurs fichiers n'étaient pas là, ça ne pourrait pas être checké en interne, qu'il n'y aurait pas les avancements, qu'il n'y aurait pas les ordres de service, tout bêtement qu'il n'y aurait pas les honoraires, et même en fait qu'ils s'étaient engagés dans le contrat à respecter cette règle du jeu. Et que refusant l'outil ou ne s'y plongeant pas, ils se mettaient eux-mêmes en dehors du contrat qu'ils avaient signé avec le maître d'ouvrage et qui risquaient de se faire déposséder de l'affaire. Donc il y a des vrais enjeux de savoir y répondre, et à mon sens, l'architecte devant être quelqu'un qui ne se contente pas de répondre à des questions mais devrait proposer dans bien des cas des outils d'organisation à ses partenaires pour dire je considère qu'il faut ce type de plateforme d'échange pour mener à bien le projet, pour mener à bien les réflexions et les échanges, et arrive à convaincre les maîtres d'ouvrage, puisque c'est souvent eux qui vont payer, ou la maîtrise d'ouvrage déléguée s'il y en a, de mettre en place un outil et que l'architecte soit aussi, autant que possible, impliqué dans la structuration des données, qu'il considère que c'est une extension de sa mission, d'assurer la cohérence des informations, de mettre en place la structure de ces outils et d'être celui qui se donne les moyens d'assurer la synthèse du projet des intervenants. Quelques mots pour conclure cette interview? On a beaucoup de solutions satisfaisantes aujourd'hui et il faut considérer qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. En fait, on est peut-être au début de l'histoire et pas à la fin de l'histoire. Le mail n'est pas la solution unique, c'est au contraire le début de l'histoire, et on se rend compte très vite de ses limites et de ce foisonnement qu'on évoquait. Il faut des process et pas seulement des outils. Eh bien Olivier, je vous remercie d'avoir participé à ce podcast. Très bonne journée. Merci. À bientôt.